Rien n'a commencé par une rumeur ou une phrase diplomatique. Tout a explosé par une coupure nette, presque brutale, quand Pascal Obispo a lâché sans détour qu'il ne parlait plus au même camp, que certains noms ne l'intéressaient même plus, et qu'à 60 ans, il n'avait plus aucune raison de se taire, parce que le silence protège toujours ceux qui manipulent et jamais ceux qui ont perdu. Pourquoi un homme qui a offert à Johnny Hallyday certains de ses plus grands triomphes décide-t-il soudain de tout révéler, au risque de salir des images soigneusement entretenues depuis des années, et surtout au risque de réveiller une guerre qui n'a jamais vraiment cessé? Cette question, elle brûle dès les premières secondes, parce qu'elle touche à quelque chose de plus grand qu'un simple conflit de stars. Elle touche à l'amitié, à la loyauté, à la solitude d'un homme adulé par des millions mais enfermé dans une cage dorée dont peu connaissaient vraiment les barreaux. Pour comprendre la violence des mots de Pascal Obispo aujourd'hui, il faut remonter à la fin des années 90, à une époque où Johnny Hallyday doute, où la légende cherche un nouveau souffle, un son différent, une vérité musicale qui puisse encore surprendre un public qui croit déjà tout connaître de lui. Et c'est à ce moment précis qu'un appel change le destin de deux hommes. Johnny ne veut pas une chanson de plus, il veut un projet entier, une rencontre artistique, une confrontation d'ego et de sincérité. Et Pascal Obispo entre dans sa vie comme on entre dans une arène, sans savoir que cette collaboration va devenir bien plus qu'un simple succès commercial. En 1998, l'album Ce que je sais sort et frappe comme un coup de tonnerre, porté par Allumer le feu, un cri, une déflagration, une chanson qui dépasse son auteur et son interprète pour devenir un hymne, chanté dans les stades, hurlé par des foules entières, encore vivant 25 ans plus tard. Et ce que peu de gens comprennent alors, c'est que Pascal n'a pas seulement écrit une chanson, il a rallumé quelque chose de profondément intime chez Johnny. Entre eux, la musique devient un langage brut, sans filtre, une zone de vérité où les masques tombent. Et Johnny, qui méprise les flatteurs et les courtisans, reconnaît immédiatement chez Pascal cette franchise rare, presque dangereuse, celle de quelqu'un qui n'a pas peur de dire non, même à une légende. Le rocker cherche cette tension, il en a besoin pour exister, pour créer, pour se sentir vivant, et c'est pour cela qu'il réclame souvent de travailler loin de la foule, loin de ce qu'il appelle la smala, cet entourage permanent qui filtre, qui protège, mais qui étouffe aussi, parce qu'avec Pascal, il peut être simplement Johnny, un homme qui confie un jour cette phrase terrible et lucide à la fois: « Dans la vie, on est toujours seul », aveu glaçant quand on sait qu'il vient de l'homme le plus entouré de France. Cette solitude, Pascal la comprend, il la partage, et c'est là que leur lien dépasse la musique pour devenir humain, presque fragile. Mais travailler avec Johnny n'a jamais été confortable, et Pascal va très vite l'apprendre lors d'une séance de studio où tout aurait pu s'arrêter net. L'ambiance est lourde, Johnny chante sans donner tout ce qu'il a, comme s'il testait, comme s'il provoquait, cherchant la limite, cherchant à savoir si celui qui est en face osera lui dire la vérité. Et Pascal sent que s'il laisse passer, le disque sera tiède, sans âme, indigne de ce qu'ils peuvent créer ensemble. Alors il fait l'impensable, il confronte Johnny, il ne baisse pas les yeux, il refuse la médiocrité et la tension devient presque insupportable jusqu'à cette scène devenue mythique, ce geste provocateur, cette banane qui cristallise tout, la colère, l'ego, le pouvoir, et Pascal comprend qu'il est à un carrefour. Soit il accepte de se taire et de rester, soit il parle et risque de tout perdre. Il choisit de parler, il choisit la rupture, lançant cette phrase qui coupe le souffle à tout le studio: « Si c'est comme ça, je me casse, débrouille-toi sans moi ». Et dans le silence qui suit, Johnny reconnaît enfin ce qu'il cherchait, quelqu'un qui ne tremble pas, quelqu'un qui croit en son travail au point de tout risquer. À partir de cet instant, le respect est scellé, la musique retrouve sa puissance et leur lien se renforce sur cette vérité fondamentale: ils ne se mentiront jamais, même si cette sincérité va déranger plus tard, quand l'influence de Pascal commencera à peser trop lourd aux yeux de certains membres de l'entourage. Car sans explication claire, sans dispute ouverte, Pascal est progressivement mis à l'écart, rayé de la carte selon ses propres mots, non pas par Johnny, mais par ceux qui contrôlent l'accès, qui filtrent les appels, qui décident qui a le droit d'entrer dans la bulle du rocker, et cette exclusion silencieuse devient insupportable quand Johnny tombe malade, quand le cancer est annoncé, et que Pascal tente simplement d'être là pour son ami. Les messages qu'il reçoit ne ressemblent plus à Johnny, le ton est froid, étranger, et un doute terrible s'installe, celui de ne même plus savoir si Johnny répond lui-même, doute qui se transforme en accusation grave quand Pascal parle d'un homme isolé, contrôlé, presque sous emprise, un mot qu'il choisit avec soin tant il est lourd de sens. Qui avait intérêt à couper Johnny de ses amis fidèles, à créer un mur autour de lui, à décider qui avait le droit encore de lui parler, et surtout pourquoi ?
Pascal n'est pas le seul à avoir vécu cette mise à l'écart. D'autres proches racontent la même histoire, mais lui décide de ne plus se taire, parce que ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu lors de repas familiaux, lors de phrases lancées sans gêne devant David et Laura, les enfants de Johnny, l'ont marqué à jamais. Quand il entend dire que les enfants n'auraient besoin de rien, que l'héritage ne les concerne pas, il comprend que la fracture est déjà là, bien avant la mort du rocker, et que cette guerre ne naîtra pas d'un testament, mais d'une stratégie plus ancienne, plus sournoise, qui vise à isoler, à diviser, à préparer le terrain. À ce stade de l'histoire, une question s'impose et refuse de disparaître. Johnny était-il encore maître de ses décisions dans les derniers mois de la vie, ou bien quelqu'un parlait-il à sa place, orientait-il ses choix, écrivait-il son dernier acte dans l'ombre, et surtout, jusqu'où cette manipulation allait-elle ? Ne quittez surtout pas la suite, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez comprendre ce qui s'est joué derrière les portes closes, parce que ce que Pascal Obispo va révéler ensuite dépasse largement un conflit personnel et touche au cœur même de l'héritage de Johnny. Et dites-moi en commentaire, à ce stade de l'histoire, pensez-vous qu'un homme aussi libre que Johnny pouvait vraiment être manipulé sans s'en rendre compte ? Ou sommes-nous face à une vérité encore plus dérangeante que celle que l'on nous a racontée ? Car dans la prochaine partie, un seul mot, un seul, va mettre le feu à la France entière et faire tomber définitivement les masques. Ce mot, Pascal Obispo ne l'a pas lâché par erreur ni sous le coup d'une émotion passagère. Il l'a prononcé comme on jette une pierre dans une vitre déjà fissurée, avec la certitude que tout va voler en éclats, lorsqu'en juin 2025, il parle publiquement de Laetitia Hallyday, non pas comme de la veuve ou de la compagne de Johnny, mais comme d'une pseudo-compagne, un terme sec, frontal, presque violent, qui suffit à lui seul à expliquer pourquoi ces déclarations ont provoqué un tel séisme médiatique. Parce qu'en un mot, il remet en cause toute une narration construite depuis la mort du rocker. Pourquoi utiliser une expression aussi dure, aussi irréversible, après 7 années de silence relatif, alors qu'il savait parfaitement que cela déclencherait une tempête, des attaques, peut-être même des poursuites ? La réponse est simple et terrifiante à la fois, parce que Pascal affirme avoir vu, entendu et compris des choses qui ne collent pas avec l'image lisse et sacrificielle présentée au public. Il raconte des repas familiaux où l'air devenait irrespirable, des tables où me mangeait dans une tension sourde, où certaines phrases tombaient comme des coups de couteau, visant toujours les mêmes personnes, David et Laura, les enfants de Johnny, et quand il rapporte ses propos sur l'héritage, sur le fait que les enfants n'auraient besoin de rien, il ne parle pas d'une maladresse, mais d'une vision du monde, d'un rapport de force assumé, et c'est là que Pascal comprend que l'exclusion des enfants ne sera pas un accident de dernière minute, mais l'aboutissement logique d'un processus enclenché depuis longtemps. Cette révélation change tout, parce qu'elle éclaire d'un jour nouveau la bataille judiciaire qui va suivre la mort de Johnny. Elle explique pourquoi David et Laura se sont retrouvés seuls, dépeints comme cupides, presque indignes, alors qu'elles réclamaient simplement ce qui aurait dû leur revenir naturellement. Pour Pascal, l'explication est limpide. Johnny aimait profondément ses enfants, surtout David, avec qui il partageait bien plus qu'un lien de sang, une complicité d'hommes, de musiciens, d'amis. Et imaginer qu'il ait volontairement décidé de le déshériter n'a aucun sens. Il parle d'un homme affaibli par la maladie, épuisé par les traitements, enfermé dans un environnement contrôlé où certaines voix dominaient et où d'autres étaient volontairement étouffées. Et c'est dans cette bulle que des décisions cruciales auraient été prises, loin des regards, loin des contradicteurs, loin de ceux qui auraient pu poser les questions dérangeantes. Pascal va plus loin. Il affirme que Johnny n'était plus réellement aux commandes, non pas parce qu'il avait perdu sa volonté, mais parce que son environnement était devenu une prison dorée, où l'accès était filtré, les informations triées, les relations choisies. Et dans ce contexte, le testament américain apparaît non plus comme un choix libre, mais comme l'arme finale d'une stratégie d'isolement. Cette guerre autour de l'héritage, Pascal l'a vécue de l'extérieur, avec colère et impuissance, observant David et Laura se battre pendant des années, traînés devant les tribunaux, humiliés publiquement, accusés de vouloir détruire une famille qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Et ce qui l'a le plus choqué, ce n'est pas seulement le conflit, mais l'attitude adoptée après la mort de Johnny, l'absence de tentative d'apaisement, le refus d'un accord rapide, la mise en scène médiatique d'une veuve courageuse face à des enfants présentés comme des prédateurs. Pascal refuse cette version, il la démonte pièce par pièce, et à 60 ans, il assume enfin de choisir son camp, sans détour, sans langue de bois, celui de David et Laura, parce que selon lui, quand on a un minimum de bon sens, on ne peut pas rester
rester au milieu. Ce choix, il ne l'a pas seulement exprimé par des mots, il l'a incarné par des actes, notamment en 2022 lorsqu'il participe au clip hommage Appelle-moi Johnny où apparaît Laura Smet, et uniquement elle. Un détail en apparence anodin, mais qui est en réalité un signal extrêmement fort, une ligne tracée clairement, et Laura ne s'y trompe pas lorsqu'elle déclare publiquement que Pascal fait partie de la famille. Une phrase lourde de sens dans une famille déchirée où chaque mot compte. Ce positionnement se confirme dans tous les hommages récents impliquant Pascal, où Laetitia est systématiquement absente, non par oubli, mais par choix assumé, parce que Pascal refuse que la mémoire de Johnny soit partagée avec ceux qu'il considère responsables de la fracture. Ce n'est pas une vengeance personnelle, mais un combat pour la vérité historique, pour empêcher que l'histoire de Johnny soit réécrite par un seul camp, édulcorée, nettoyée de tout ce qui dérange. Pascal n'est d'ailleurs pas seul. Eddie Mitchell, autre ami de toujours, a lui aussi choisi son camp, et ses anciens complices du rocker se serrent les coudes, conscients que leur parole dérange précisément parce qu'elle vient de ceux qui étaient là bien avant la tempête. Pascal sait qu'il parlant, il s'expose, qu'il risque d'être attaqué et critiqué, peut-être même poursuivi, mais il s'en moque, parce qu'à ce stade de sa vie, la vérité vaut plus que le confort, et soutenir les enfants de Johnny jusqu'au bout est devenu pour lui une question de principe. Ce qui le hante encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'être écarté, c'est d'avoir vu un homme qu'il respectait profondément finir isolé, entouré mais seul, et une famille se déchirer sous les yeux de la France entière. Maintenant que les masques tombent, une question reste suspendue, lourde, dérangeante et impossible à ignorer. Johnny Hallyday a-t-il été privé de sa liberté dans les derniers instants de sa vie? Et si oui, jusqu'à quel point cette manipulation est-elle allée sans que personne n'ose l'arrêter? Si cette histoire vous bouleverse, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de la suite. Partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que la vérité complète sur Johnny n'a pas encore été dite? Et surtout, préparez-vous, parce que dans la prochaine partie, un témoignage précis va remettre en cause ce que l'on croyait définitif et ouvrir une faille que personne ne pourra refermer. Cette faille, Pascal Obispo a cessé de l'éviter. Parce qu'après les mots tranchants et les prises de position publiques, il restait ce qui le révoltait le plus, ce qu'il appelle l'après, ce moment trouble où Johnny n'est plus là pour se défendre et où ceux qui parlaient en son nom continuent d'agir comme s'ils détenaient la vérité absolue. Pour Pascal, le véritable choc n'a pas été son éviction, ni même les attaques voilées, mais la manière dont la mort de Johnny a été utilisée, presque exploitée, pour verrouiller définitivement le récit, imposer une version officielle où toute remise en question devient indécente, presque blasphématoire. Johnny meurt le 5 décembre 2017 en Californie, et avant même que le pays n'ait fini de pleurer, une révélation tombe comme une lame froide, un testament américain exclut totalement David et Laura, rien, pas un symbole, pas une reconnaissance, tout revient à Laetitia ainsi qu'à Jade et Joy. Pour Pascal, ce scénario ne tient pas humainement. Il connaissait Johnny, son rapport viscéral à la famille, à la filiation, à la transmission, et surtout à David, ce fils aîné qu'il considérait autant comme un compagnon de route que comme un héritier. Imaginer que cet homme ait consciemment décidé d'effacer ses propres enfants n'a aucun sens pour lui. Il parle d'un Johnny affaibli par la maladie, usé par les traitements, dépendant, vulnérable, plongé dans un environnement où l'on choisissait pour lui ce qu'il devait entendre, qui il devait voir. Et dans cet état, Pascal affirme qu'il devient possible d'orienter, d'influencer, de faire signer sans que tout soit pleinement compris. Il ne décrit pas un complot spectaculaire, mais une mécanique beaucoup plus sournoise, celle de l'isolement progressif, des amitiés coupées, des voix discordantes écartées, jusqu'à ce que la réalité elle-même se déforme. Le testament n'est alors plus un acte isolé, mais l'aboutissement logique d'une longue stratégie. Ce qui l'a profondément révolté, c'est la suite, la bataille menée non pas dans la dignité, mais dans l'exposition médiatique permanente, transformant des enfants en adversaires publics, des fils et filles en suspects, obligés de se justifier de réclamer leur propre père. Pascal a regardé David et Laura se battre pendant des années, traînés de tribunaux en plateau, accusés de cupidité alors qu'ils réclamaient avant tout une reconnaissance morale, une place légitime dans l'histoire de leur père. Même lorsqu'un accord finit par être trouvé, pour lui le mal était déjà fait, car aucune somme ne répare des années d'humiliation, de soupçons et de blessures publiques. C'est à ce moment-là que Pascal comprend que se taire reviendrait à accepter que la mémoire de Johnny soit confisquée, nettoyée de ses aspérités, transformée en légende lisse et confortable. Or, Johnny n'était pas confortable, il était excessif, contradictoire, parfois dur, mais profondément sincère.
Et c'est cette sincérité que Pascal veut défendre aujourd'hui, quitte à déranger, quitte à être attaqué. À 60 ans, il n'a plus besoin d'être aimé de tous, seulement d'être en paix avec ce qu'il sait. Son alliance avec David et Laura n'est pas stratégique, elle est morale, presque instinctive, parce qu'il voit en eux non pas des héritiers, mais des enfants privés de leur père une seconde fois, après sa mort, par une guerre qui n'aurait jamais dû exister. Et tant que certaines zones d'ombre persisteront, tant que certaines questions resteront sans réponse, Pascal continuera de parler, parce qu'à ses yeux, la vérité dérangeante vaut toujours mieux qu'un silence confortable. Alors dites-moi, vous qui écoutez cette histoire, préférez-vous une légende rassurante ou une mémoire fidèle à l'homme qu'était vraiment Johnny ? Car dans la suite, une confidence tardive va bouleverser la perception même de ces derniers jours et ouvrir une question que personne n'a encore osé affronter frontalement. Ce qui rend cette confidence si lourde, ce n'est pas ce qu'elle accuse directement, mais ce qu'elle suggère en creux, car Pascal Obispo affirme qu'à la toute fin, Johnny n'était plus seulement malade, il était enfermé dans un rôle qui n'était plus le sien, un rôle d'homme affaibli que l'on protège, que l'on parle à sa place, que l'on présente comme trop fatigué pour comprendre les enjeux qui se jouent autour de lui. Pascal évoque des échanges tardifs, rares, fragmentaires, où Johnny semblait ailleurs, comme s'il parlait depuis une pièce fermée à clé, et ce sentiment l'obsède encore aujourd'hui, celui d'un ami qu'on sent présent mais inaccessible, vivant mais déjà tenu à distance. Il raconte que Johnny, autrefois si direct, si brut, devenait silencieux sur des sujets qui auparavant l'auraient fait exploser, comme si certaines questions étaient devenues interdites, comme si un périmètre invisible s'était installé autour de lui. Cette transformation ne s'est pas faite en un jour, elle s'est insinuée lentement, presque naturellement, au point que beaucoup n'y ont vu qu'une conséquence logique de la maladie. Mais Pascal insiste, ce n'était pas seulement la fatigue ou la douleur, c'était une autre forme d'usure, celle de ne plus décider, de ne plus choisir, de ne plus contrôler son propre récit. Johnny, qui avait toujours fui les cadres, les règles et les prisons symboliques, se retrouvait paradoxalement protégé à l'excès, isolé au nom de son bien. Et Pascal se demande encore aujourd'hui si cette protection n'a pas fini par devenir une cage. Il se souvient de cette phrase, prononcée bien avant la maladie, « Dans la vie, on est toujours seul », et avec le recul, elle prend une résonance presque prophétique, comme si Johnny avait pressenti ce qu'il attendait, cette solitude ultime au milieu de ceux qui prétendaient savoir ce qui était bon pour lui. Pascal ne dit pas que Johnny était inconscient, il dit qu'il était fatigué de se battre, fatigué de dire non, fatigué d'expliquer. Et dans cet état, il devient facile de laisser d'autres décider, surtout quand ces décisions sont présentées comme nécessaires, urgentes, protectrices. Ce qui le hante, c'est l'idée que Johnny n'ait peut-être jamais pleinement mesuré les conséquences de certains actes posés à sa place, ou validés dans un moment de faiblesse, non pas par manque d'amour pour ses enfants, mais par épuisement. Cette nuance est essentielle, parce qu'elle transforme radicalement la lecture de la fin. Elle ne parle plus de trahison volontaire, mais d'abandon progressif du contrôle, et c'est peut-être encore plus douloureux. Pascal explique que c'est pour cette raison qu'il ne peut accepter les hommages figés, les récits simplifiés, les documentaires qui ferment les questions au lieu de les ouvrir, car pour lui, honorer Johnny, ce n'est pas le sanctifier, c'est accepter sa fragilité, reconnaître qu'un géant peut tomber sans bruit. Et au fond, ce que Pascal cherche aujourd'hui, ce n'est pas à régler des comptes, mais à rétablir une vérité humaine, imparfaite, dérangeante, où Johnny reste un homme jusqu'au bout, pas une statue. Alors une question demeure simple et vertigineuse, Johnny a-t-il choisi sa fin ou s'est-il peu à peu laissé glisser hors de sa propre histoire ? Et si cette frontière existe vraiment, qui a le droit de la franchir sans jamais en rendre compte ? Car dans la prochaine partie, un détail précis, presque anodin en apparence, va faire basculer cette interrogation dans une zone encore plus troublante. Il reste alors ce silence, celui qui arrive quand les mots ont été dits et qu'il ne reste plus rien à prouver. Seulement à comprendre, parce qu'au fond, au-delà des camps, des héritages et des accusations, il y a un homme qui s'est éteint et dont l'histoire ne peut pas se réduire à un procès d'intention. Pascal Obispo le sait, et c'est pour cela que lorsqu'il parle de Johnny aujourd'hui, sa voix change imperceptiblement. Elle se fait moins tranchante, presque fatiguée, comme si derrière la colère subsistait une immense tristesse. Il ne cherche plus à convaincre, il constate. Johnny était un géant, mais un géant vulnérable, un homme qui a porté trop de regards, trop d'attentes, trop de projections, jusqu'à finir par se replier sur un cercle de plus en plus étroit.
Pascal ne dit pas que Johnny a été volé de sa volonté comme on arrache quelque chose de force. Il suggère autre chose de plus subtil et de plus cruel, l'épuisement d'un homme qui a passé sa vie à lutter et qui, à la fin, n'avait plus l'énergie de se battre contre ceux qui parlaient pour lui. Dans cette perspective, la fin de Johnny n'est plus seulement une affaire de testament ou de manipulation, mais celle d'une solitude ultime, celle d'un homme qui, entouré, ne décidait plus vraiment de ce qui se racontait sur lui. Pascal se souvient d'un regard, d'un silence prolongé, d'un Johnny moins explosif, moins combatif, comme si le feu brûlait encore, mais derrière une vitre. Ce souvenir le hante davantage que toutes les phrases choquent, parce qu'il ne peut pas être contredit, il appartient à l'intime. C'est là que le récit change de nature. Il ne s'agit plus de savoir qui a raison ou tort, mais de se demander comment une légende peut perdre peu à peu la maîtrise de sa propre fin sans que personne n'ose vraiment intervenir. Johnny a toujours voulu être libre, il a chanté la liberté, l'excès, le refus des cadres, et paradoxalement, c'est peut-être dans ces derniers jours qu'il s'est retrouvé le plus enfermé, non par méchanceté pure, mais par une succession de choix présentés comme nécessaires, protecteurs, raisonnables. Pascal ne cherche pas à condamner l'histoire, il refuse simplement qu'on la simplifie. Il ne veut pas d'un Johnny figé dans une image rassurante, ni d'un Johnny réduit à une victime parfaite. Il veut rappeler qu'un homme peut être aimé, admiré et malgré tout perdre peu à peu la main sur ce qui se joue autour de lui. Quand il regarde David et Laura, il ne voit pas des héritiers, il voit deux enfants qui ont dû se battre pour exister dans le récit de leur propre père. Et cette idée le bouleverse plus que tout le reste. Alors la question finale n'est peut-être pas celle de l'argent, ni même celle de la manipulation, mais celle-ci, plus simple et plus dérangeante, qui a vraiment accompagné Johnny dans sa solitude et qui a parlé quand lui n'en avait plus la force. L'histoire pourrait s'arrêter là, sans verdict, sans coupable désigné, laissant seulement une impression persistante, celle d'un homme immense dont la fin reste entourée de zones d'ombre que le temps n'effacera jamais complètement. Et si cette histoire continue de nous troubler, ce n'est pas parce qu'elle divise, mais parce qu'elle nous oblige à regarder autrement nos idoles, non comme des statues, mais comme des êtres humains, fragiles jusqu'au bout, dont le silence final en dit parfois plus long que toutes les paroles prononcées de leur vivant.